Diapo, oui. Voilà, donc dans les généralités, le conseil génétique est le processus par lequel des parents présentant un risque de survenue d'une maladie héréditaire sont informés de la nature et des conséquences de cette maladie, de la probabilité de la développer ou de la transmettre à leur descendance, et des options qui se présentent à eux en matière de planification familiale, de manière à prévenir la maladie ou améliorer leur situation. Et le conseil génétique est un acte médical. Il peut se faire avant la conception, c'est-à-dire lorsque l'un des parents ou les deux sont porteurs d'un certain trait génétique, ou durant la grossesse si une anomalie est détectée à l'échographie ou lorsque l'âge maternel est avancé, après la naissance si un trouble ou une malformation congénitale est constaté, durant l'enfance si l'enfant présente des signes de retard de développement, ou même à l'âge adulte pour certaines maladies génétiques qui se manifestent à l'âge adulte. À noter que le conseil génétique est différent de l'information génétique qui peut être donnée par un médecin sans qu'il y ait de demande de la part des patients. Il est également différent de l'enquête génétique qui est menée le plus souvent dans le cadre d'une recherche médicale. En grand 2, on va aborder la pratique du conseil génétique avec d'abord l'estimation du risque de récurrence. Commencer par la collecte de l'histoire familiale. Donc, le conseil va recueillir l'ensemble des informations disponibles, faire des investigations pour confirmer ou infirmer le diagnostic porté chez les individus considérés atteints et chercher d'autres signes mineurs, cliniques et biologiques chez les personnes indemnes mais apparentées au sujet atteint. Il devra par la suite élaborer l'arbre généalogique en relevant toutes les pathologies présentes dans la famille, procéder à l'examen clinique des parents et effectuer des examens paracliniques tels que le karyotype ou des tests génétiques si indiqués. Ensuite, le conseil génétique proprement dit, il doit se faire avec tact, personnalisé, adapté au contexte social et donner des informations claires sur la nature et les conséquences de la maladie. Exposer aux consultants le risque de récurrence, donner les moyens de modification des conséquences et les mesures de prévention ou stratégies de traitement. Donc, souvent, c'est une approche multidisciplinaire. Ensuite, donc, après avoir reçu le conseil génétique, les consultants vont prendre leur décision. Après avoir reçu les informations sur la maladie en cause, son caractère plus ou moins invalidant, sur le pronostic vital, les manifestations de la maladie au sein de la famille, le nombre d'enfants vivant au foyer ainsi que leur état de santé. Ils vont pouvoir maintenant statuer sur la prise de responsabilité, l'organisation d'une contraception, la volonté d'avoir recours à un diagnostic prénatal, voire pré-implantatoire, la décision d'interrompre une grossesse. Et ensuite, il faudra un suivi et accompagnement des parents dans leurs décisions. Concernant l'arbre généalogique, donc dans l'arbre généalogique, il y a des symboles pour chaque génération dans la famille qui sont placés sur une colonne et numérotés en chiffres romains, en commençant par la génération la plus ancienne qui est au sommet et s'achevant avec les plus récentes en bas. Dans chaque génération, les personnes sont numérotées de gauche à droite en chiffres arabes. Et la fratrie est listée habituellement selon l'âge avec le plus âgé qui est à gauche. Ainsi, chaque membre de l'arbre généalogique pourra être identifié par deux numéros. Exemple, grand 2 en chiffre romain, 4 en chiffre arabe, pour désigner un individu qui appartient à la deuxième génération et qui est la quatrième personne la plus âgée de la fratrie. Au conjoint également est attribué un nombre d'identification. Donc, voici une représentation qui montre quelques symboles et leur signification respective au sein de l'arbre généalogique. Diapo. Voilà, diapo. Donc, à présent, nous allons aborder le chapitre sur le risque génétique, qui correspond à la probabilité pour un individu d'être porteur d'une mutation spécifique à l'origine d'une maladie génétique. Classiquement, on a 4 catégories de maladies génétiques, comme on l'a vu dans les cours d'hier. Il y a les anomalies chromosomiques, il y a les maladies monogéniques, les maladies multifactorielles et les maladies mitochondriales. Et l'évaluation du risque va être différente selon la catégorie. D'abord, pour les anomalies chromosomiques, elles sont dues à une anomalie du nombre ou de la structure des chromosomes. Elles peuvent affecter une seule des 23 paires de chromosomes, parfois 2 voire plus. Le cardiotype permet de poser le diagnostic. Il peut être réalisé en anténatal.
Les anomalies numériques des autosomes ou les anomalies structurelles déséquilibrées ont un lourd impact sur la mortalité. Elles peuvent entraîner des avortements spontanés, la survenue de mort-née, de malformations congénitales, de retard mental. Donc, dans les anomalies chromosomiques, d'abord les anomalies numériques qui sont dues le plus souvent qui sont accidentelles, survenant lors de la division méiotique ou mitotique. Habituellement, donc, elles sont non familiales et l'âge maternel avancé augmente le risque de survenue de ces anomalies. C'est les exemples de la trisomie 21 et du syndrome de Turner. Donc, ici à gauche, vous avez le karyotype de la trisomie 21 avec 3 chromosomes au niveau de la paire 21 au lieu de 2. Et à droite, celui du syndrome de Turner avec un seul chromosome X. Toujours dans les anomalies chromosomiques, les anomalies de structure, elles résultent de cassures suivies ou non de recollement à l'origine d'anomalies déséquilibrées, c'est-à-dire il y a une perte du matériel chromosomique, le phénotype est anormal, ou bien d'anomalies équilibrées où l'ensemble du matériel est présent et le phénotype reste normal. Ces anomalies de structure peuvent être accidentelles ou familiales, avec donc un risque de récurrence au sein d'une famille si un des parents est porteur d'un remaniement équilibré. En cas de remaniement parental, la possibilité de survenue d'une anomalie déséquilibrée chez un enfant à naître va varier selon le type de l'anomalie, selon les chromosomes intéressés et selon le sexe du parent porteur. Comme exemple, nous avons la translocation 14-21 et à côté le karyotype qui montre une cassure au niveau de la paire 21 avec recollement au niveau de la 14. Après les anomalies chromosomiques, il y a les maladies monogéniques qui sont liées à l'altération de l'ADN nucléaire affectant un seul couple de gènes. Leur transmission s'effectue selon les lois de Mendel, c'est pourquoi on les appelle encore maladies mendéliennes. Il peut s'agir d'une mutation à l'état hétérozygote où une seule des deux copies est altérée ou à l'état homozygote où les deux copies sont altérées. Elles peuvent être dominantes ou récessives, autosomiques ou liées au chromosome X. D'abord, les maladies autosomiques dominantes, elles s'expriment à l'état hétérozygote, les deux sexes pouvant être touchés, avec une probabilité de 50% de transmettre le gène muté à ses enfants pour un parent atteint. Et la transmission se fait d'une génération à l'autre. On parle d'hérédité de type vertical. Donc ici, on a une représentation d'une transmission autosomique dominante avec un des parents qui est hétérozygote atteint, l'autre indemne, et le risque d'avoir un enfant sur 2 atteint. Quelques exemples de maladies autosomiques dominantes, il y a la maladie de Marfan, la chorée de Huntington, la neurofibromatose type 1 et la chondroplasie. Les maladies autosomiques récessives, elles s'expriment à l'état homozygote. Les deux sexes peuvent aussi être touchés. Et habituellement, il s'agit d'un couple hétérozygote avec une probabilité d'avoir un enfant sur 4 malades. Et parmi les 3 malades, les 2 seront hétérozygotes. Elles se manifestent au sein d'une seule fratrie. On parle d'hérédité horizontale. Et ici, vous avez une représentation d'une transmission autosomique récessive avec les 2 parents hétérozygotes qui ont une chance sur 4 d'avoir un enfant malade et parmi les 3 non malades, les 2 seront hétérozygotes. Quelques exemples de maladies autosomiques récessives, la drépanocytose et la thalassémie, la mucoviscidose, la phénylcétonurie, entre autres. Maintenant, les maladies récessives liées au chromosome X, elles sont dues à l'altération d'un gène situé sur le chromosome X. Elles sont transmises par une femme porteuse. En général, seuls les garçons sont atteints. Habituellement, il s'agit d'un couple formé par une femme hétérozygote, encore appelée femme conductrice, et un homme normal, avec une probabilité d'avoir un garçon atteint sur 2 et une fille conductrice sur 2. Certains garçons peuvent être atteints sans naître de femme non conductrice. Donc la mutation s'est passée dans l'ovule. Donc ils sont ici. Et ici, le schéma montre une transmission récessive liée au chromosome X avec la femme conductrice et un homme indemne et un risque d'avoir un garçon parmi les 2 qui sera atteint et une fille parmi les 2 filles qui sera conductrice.